Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de RMRK, Remork. Donc là, RMRK, projet qui propose des nouvelles technologies pour les NFT. Donc là, on va parler des NFT 2.0, des NFT du futur, des NFT de ce qui n'est pas possible sur les autres blockchains. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo de ce qui est possible actuellement sur Polkadot et de ce qui va encore arriver à la suite. Vous allez voir, c'est très intéressant. Si vous êtes développeur de projets NFT, ça peut vous intéresser encore plus. Vous allez voir les solutions qui sont proposées et qui seront applicables sur la blockchain. Alors voilà, Remark avec le petit canard, le canaria et les œufs, vous allez voir ce que c'est. Certains connaissent, d'autres pas, mais la plupart connaissent quand même. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui propose un protocole NFT de nouvelle génération, de NFT composable, évolutif et compatible avec l'avenir et multi-chaîne. Donc ça, oui, ça fait beaucoup de choses. Donc là, évidemment, je vais rentrer dans le détail des nouvelles technologies qui sont proposées sur les NFT et que pour l'instant on retrouve que sur leur projet à eux, bien que Efinity a déjà fait part de son ambition de réaliser des choses à peu près similaires et aussi un peu différentes, et Unique Network a aussi fait des choses mais qui sont en avance sur des différents sujets. Donc ça va être intéressant de voir le spectre complet des propositions de valeur de NFT et des nouvelles technologies dans le domaine des NFT, parce que là on est en plein dedans. Et là, c'est d'après RMRK, ce n'est possible que sur Polkadot parce que les jetons permettent de faire plus de choses. Au-delà de la norme ERC 1155 et ERC 721, vous allez le voir, ce dont il s'agit. Donc là, c'est une RMRK, donc c'est un projet qui a été fondé en août 2020 et l'équipe a officiellement été créée en février 2021. Et là, en premier, ils ont commencé par publier une plateforme, Singular. La plateforme de marché Singular que vous pouvez trouver ici. Voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez choisir des collections, acheter, vendre avec du KSM sur StateMint. Et voilà, tout est possible et vous pouvez acheter ça et ça se fait en KSM. Donc, ils ont fait ça, Singular. Ils ont créé aussi une collection de Canaria. Et en fait, les œufs, donc les œufs de Canaria, un Canaria, c'est le canard que vous voyez là. Et les œufs, ils avaient été utilisés pour leur levée de fonds. C'est-à-dire qu'ils ont levé des fonds avec leurs œufs et après derrière, ils ont appliqué les technologies qu'ils ont créées sur les œufs et sur l'éclosion des œufs sur les canarias. Et dans le futur, ce qui est en train d'arriver pour la suite, c'est qu'ils sont en train de faire une métaverse avec plein de solutions technologiques que je vais vous expliquer après, qui est des techniques possibles que je vais vous expliquer après. Et la métaverse, ça sera de type pixel art. Donc ça sera comme ça, avec des NFT qui équipent d'autres NFT, avec différentes catégories, etc. Mais vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et ça ressemblera un petit peu à ça. Voilà, grosso modo pour le projet. Maintenant, je vais rentrer dans le détail. Mais comme d'hab, avant tout projet, c'est team, projet, token metrics. La team, c'est très important quand on veut rentrer ou pas même dans un projet, de savoir ce qui se passe sur un projet. Donc la team RMRK, Remark, il faut savoir qu'ils sont beaucoup. Je pense qu'ils doivent être entre 30 et 50. Et là, on a quelques personnes qui bossent chez eux. Et les plus importants, c'est les 4 premiers, c'est les 4 cofondateurs. Donc je vais vous parler d'eux, et notamment Bruno Skorfk, qui est le plus connu. C'est le plus connu, pourquoi? Parce qu'il travaille aussi chez Polkadot et à la Web. Quand je dis chez Polkadot, en réalité, c'est à la Web3 Foundation. Il y est toujours. Et il fait aussi partie du conseil de Polkadot. Donc il connaît bien la maison, il sait bien ce qui se passe, il sait bien quelles sont les possibilités qui vont pouvoir être apportées à la blockchain. Et c'était un développeur d'origine. Donc là, il a une dizaine d'expériences depuis 2013 que vous pouvez trouver sur son site et que je vous montre. Mais il a bossé dans plein de boîtes, donc chez Intech, chez Seedpoint, CryptoHunt. Alors il y a des boîtes technologiques et il y a des boîtes dans le domaine de la blockchain. Seedpoint, CookUp, Diffbot, CoinVendor, GLG, enfin il y a Bitfalls, etc. En fait, il y en a plein, j'ai été regarder. Et en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a un profil orienté blockchain. Donc, c'était un blockchain développeur et il forme les nouveaux arrivants qui arrivent par la Web3 Foundation. Il les forme sur les nouvelles technologies, etc.
Et c'est une team de... Alors lui c'est un Croate et les autres sont des Lettons, de la Lettonie. Donc on voit que le deuxième, alors lui c'est le fondateur et après il y a 3 cofondateurs. Les 3 cofondateurs ils sont tous développeurs. Donc c'est une team de dev et derrière après le marketing il vient après. La direction artistique elle vient après, même si elle est extrêmement bien faite sur ce projet-là. Donc après on a Yuri Petusko qui est cofondateur et lui il a une longue expérience dans le domaine de l'informatique et du développement, mais il est spécialisé dans lui. Donc lui c'est l'utilisateur, l'interface utilisateur et le design. Et lui il vient de Lettonie, après il a été à Londres et dans son passé effectivement il a eu plein de... Enfin depuis 2008, ça fait plus de 12 ans, presque 15 ans qu'il bosse dans la programmation informatique spécialisée pour la conception de sites internet, etc. Donc tout ce qui est UI et design. Et il y a un autre de ses collègues qui est Yuri G, ou Guy, ça doit se dire comme ça, qui est lead développeur, qui a fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que lui, il est sur des langages plutôt React, JavaScript, HTML, CSS. Lui, il est front-end, donc il fait aussi l'interface utilisateur. Et ils sont assez proches, parce que tous les deux, ils sont originaires de Lettonie, et ils se sont rencontrés à Londres, je pense, parce qu'ils ont travaillé dans la même structure à Londres. Et puis après, il y en a un quatrième, qui est Ilya Onik, et lui, on sait peu de choses. Par contre, sur lui, on sait peu de choses. On a son Twitter, mais sinon, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il y a son GitHub, et son GitHub, il est bien rempli, et il commit souvent. Il envoie beaucoup de code sur son GitHub, donc ils sont très actifs, ils sont très compétents, ils savent ce qu'ils font, et c'est bien parce qu'en fait, le fait qu'ils soient orientés utilisateurs, bah, ça fait d'eux un projet qui marche. Parce qu'ils font des choses pour les utilisateurs utilisent ce qu'ils font. C'est déjà la réalité. C'est un projet qui a eu du succès. Donc franchement, la team, bien, il n'y a rien à dire, ils sont très compétents, ils avancent bien dans le projet. Alors le projet, justement, c'est qu'eux, ils se qualifient comme ça, comme le système de NFT le plus avancé au monde. Alors là, du coup, aux autres projets de prouver que ce qu'ils font est moins bien que les autres, en termes de tech. Pas en termes de succès ou en termes d'argent, mais en termes de tech. Et justement, ça va être le cœur de ce que je suis en train de vous expliquer, parce que le projet, il va au-delà des actifs numériques que vous avez. Et quand je dis des actifs numériques, c'est des NFT. Par exemple, vous avez un NFT sur votre wallet, et si vous l'oubliez, il va mourir petit à petit, ou bien vous devrez attendre le prochain cycle pour que votre NFT vaille quelque chose. Malheureusement, dans le domaine des NFT, ça va très vite. Ça monte et ça redescend aussi vite que c'est arrivé. Donc là, on est dans le domaine purement hype. C'est de la hype, et il faut être dedans pour être au bon endroit au bon moment, encore plus que sur les tokens fongibles traditionnels. Donc là, les NFT, c'est ultra... Alors déjà, on a la crypto qui est spéculative. Les NFT, c'est ultra spéculatif. Et donc eux, ils vous expliquent que vu que vous avez un NFT, c'est juste un JPEG. S'il n'y a plus de hype, c'est fini. Vous voyez le truc. Et on peut prendre l'exemple un peu du premier tweet de Twitter qu'ils ont mis en NFT, où le gars, il l'a acheté plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, même à 29 $, plus personne n'en veut. Donc il y a des hypes. Il faut faire gaffe à ça. Alors la suite de l'article, là, je vais vous donner des exemples, et eux, ils appellent ça les NFT 2.0. Donc là, on monte en gamme avec les NFT, et il y a différentes choses qui sont possibles avec les NFT qui n'étaient pas possibles avant. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Donc là, en premier, on a les NFT Lego. Les NFT Lego, c'est quoi? C'est des NFT que vous pouvez équiper avec d'autres NFT que vous pouvez regrouper avec des NFT. Alors, en premier, on a les Nested NFT. Donc, c'est les NFT imbriqués. À l'écran, par exemple, là, je vous montre, vous avez des NFT imbriqués. Alors, ça va vite, mais si vous voyez bien, à chaque fois, ils sont équipés de choses différentes. Par exemple, on peut voir une trompette, on peut voir un cocktail, on peut voir un chapeau de roi, on peut voir des cornes, on peut voir des flammes, on peut voir un chapeau de fête, des couleurs différentes, des ailes en flammes. Ils ont même équipé, par exemple, là on voit une fusée, ils avaient même équipé les Canarias de NFT d'autres projets qu'ils ont mis dessus. Donc en fait, des nested NFT, c'est un NFT. Donc le Canaria, en fait, si vous voulez, le Canaria que vous voyez là, l'oiseau, c'est un NFT. Mais l'oiseau, vous pouvez l'équiper avec d'autres NFT.
Ça veut dire que vous avez un NFT et vous lui mettez d'autres NFT dessus. Donc c'est un équipement. Donc là, ça s'appelle un nested NFT. Donc là, par exemple, vous pouvez penser aux jeux, aux inventaires, par exemple. Vous avez un album de photos d'un projet de construction, ou bien vous jouez à Zelda, et à Zelda, vous avez un sac à dos, et dans le sac à dos, vous avez d'équipements. Une épée, un bouclier, une armure, etc. En fait, toutes ces épées, boucliers et armures, vous pouvez les équiper sur un NFT d'un personnage. Donc là, on est directement, juste ça, juste les nested NFT, ça peut avoir des conséquences et des utilisations énormes dans le domaine des jeux vidéo. Voilà, juste ça. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais vous dire. Deuxième chose, émotion. Donc on peut envoyer des émotions à un NFT. Je m'explique. Par exemple, sur les œufs, ou même sur tous les NFT, si vous avez un compte sur la blockchain, donc si vous avez un wallet, c'est gratuit. Hein. Vous pouvez faire, sur Polkadot, on peut faire des actions gratuites sur la blockchain, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les blockchains. Donc là, vous pouvez envoyer une émotion. Par exemple, vous avez vu un œuf, soit c'est le vôtre, ou bien c'est celui de quelqu'un d'autre, peu importe, mais vous pouvez lui envoyer des émotions. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, envoyer des flammes. Vous pouvez envoyer un émoticône avec des cœurs, comme là, vous envoyez des cœurs. Vous envoyez un émoticône content avec des lunettes. Et du coup, le NFT, il reçoit des émotions. Et donc, du coup, s'il reçoit des émotions, vous pouvez avoir des NFT qui sont plus chauds que d'autres, si on peut dire. Donc là, il faut noter qu'en fait, RMRK, ils sont capables de prendre en charge ça, les émotes avec des Unicode. Donc ça veut dire que n'importe qui peut envoyer des émotions sur un NFT. Vous pouvez aussi envoyer un caca. Si vous estimez que c'est du caca, vous envoyez un caca sur un NFT. Vous voyez, tout est possible. Donc ça rend une activité sociale qui consiste à réagir sur le NFT et à le rendre visible dans tout l'écosystème. Pourquoi c'est important ça, d'envoyer des émotions sur les NFT? Parce que le truc, c'est que comme je vous disais au début, quand vous avez des NFT, s'il n'y a plus de hype, c'est un simple JPEG et c'est fini. Là, si vous pouvez réagir avec, par exemple, vous pouvez réagir si vous pouvez mettre une commande sur un NFT. Par exemple, sur un œuf, vous pouvez dire si j'ai 200 cœurs, donc j'ai 200 cœurs, 200 personnes qui envoient un cœur, l'œuf éclot. Ou bien si j'ai 200, par exemple, vous pouvez, en fonction des émotions que le NFT va recevoir, il peut éclore, le contenu de ce qui va sortir de l'œuf peut être différent. Par exemple, si vous avez beaucoup de cœurs, vous allez avoir peut-être un NFT qui aura des attributs amoureux. Par exemple, si vous envoyez beaucoup de caca sur un NFT ou vous envoyez beaucoup d'émotions négatives, par exemple, vous envoyez beaucoup de smileys ou des énervés ou en colère, et du coup, le NFT qui sort, il pourrait être très anxieux ou très fort ou très réactif, avec donc des attributs différents. Donc ça veut dire que par l'intermédiaire d'actions, ça peut avoir des conséquences sur les NFT qui vont sortir. Ça c'est nouveau. Ça n'existe pas ailleurs. Ou alors si ça existe, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi j'avais jamais vu ça. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles et programmables. Donc là on va plus loin dans la technologie des NFT. Voici un exemple que je viens de vous donner. Il peut y avoir un rendu conditionnel. Troisième chose, le rendu conditionnel d'un NFT. Je m'explique, c'est-à-dire que un NFT, quand vous cliquez dessus, moi je peux voir quelque chose, mais vous pouvez voir autre chose. Là, on commence à rentrer dans d'autres choses encore différentes. Donc, par exemple, c'est possible de changer la visualisation d'un NFT d'une valeur, que ça soit sur la chaîne ou en dehors de la blockchain. Donc, ça veut dire que le rendu conditionnel, c'est la capacité d'un NFT à afficher des visuels différents, sous certaines conditions. Donc là, par exemple, retourner une œuvre d'art à l'envers, si elle a beaucoup d'émotions de type émoticône à l'envers, l'image, elle peut très bien s'afficher à l'envers. Et si l'image, elle est bien faite, s'il y a des artistes qui arrivent à faire des choses super, on peut avoir un NFT qui montre quelque chose au recto, et s'il est retourné, peut avoir autre chose. Vous voyez le truc? Donc là, ça commence à devenir intéressant. Il y a encore
plus de possibilités qui peuvent arriver. Encore un autre exemple. Là, il y a un créateur de NFT, il a fait une lune. Et il a dit à sa communauté, si vous envoyez 50 fusées sur le NFT, c'est gratuit hein, d'envoyer un émoticône. Si vous envoyez 50 fusées, alors il y a la deuxième image qui va apparaître. Donc ça va dévoiler le NFT au bout de la 50e fusée. Et du coup, il y a une communauté qui envoie 50 fusées, et hop, là vous voyez un satellite, une maison, etc. Et donc du coup, le NFT affiche quelque chose de différent. Et ça, là moi je vous donne des exemples comme ça très simples, mais si vous êtes un développeur de NFT ou un créateur de projet, les idées, elles peuvent être infinies. Vous pouvez avoir plein d'idées comme ça. Quatrième chose, les NFT multi-ressources. Donc là on va encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'un NFT, il peut avoir plusieurs apparences définies, de type identique ou différent. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner plusieurs aspects dans plusieurs cas d'utilisation différents. Et là, je vais vous donner un exemple, ou même plusieurs. Je vais vous donner 3 exemples. Alors déjà, je vous montre. Par exemple, quand vous passez la souris sur ce NFT-là, vous pouvez l'afficher différemment. Donc, il peut avoir une valeur différente en fonction de ce qui se passe. Voilà. Deuxième exemple, je vais vous prendre l'exemple d'un livre audio. Vous achetez un livre chez Audible. Je sais pas moi, vous achetez un livre comment découvrir Polkadot. Et là, vous achetez mon livre, voilà, je vous explique comment fonctionne Polkadot. Dedans, vous l'achetez. Si vous chargez le livre, donc le livre est un NFT. Donc si vous chargez le livre dans Audible, vous allez pouvoir lire le contenu du livre. Donc là, ça va parler, je vais vous expliquer une histoire qui m'est arrivée l'année dernière sur Polkadot, etc. Par contre, si le NFT, vous ne le chargez pas dans Audible, mais vous le chargez dans Singular, là, il va vous ouvrir un lecteur PDF et il va vous donner, par exemple, un PDF avec un contenu supplémentaire, écrit. Donc là, vous voyez, encore, il est multi-ressources, le NFT. En fonction de l'endroit où vous l'ouvrez, il va vous afficher du contenu différent. Et ça, c'est le même NFT. Livre audio, il affiche un PDF, mais par contre, si vous le mettez sur la marketplace de OpenSea, donc vous le mettez, le même NFT, vous le mettez sur OpenSea, là, il va vous afficher la couverture. Vous savez, c'était comme une boîte de CD à l'époque. Vous achetez un CD, un compact disque avec sa boîte. Quand vous allez au magasin, vous ne voyez pas le CD. Vous voyez la boîte qui est fermée, scellée, et vous voyez la couverture du CD. Et bien, quand vous ouvrez le CD et que vous le mettez dans le lecteur, là, vous pouvez lire le contenu. Donc là, c'est exactement pareil. Vous voyez comment ça peut aller loin, ce type de choses. Et sur OpenSea, ça sera pour le vendre. On va mettre la couverture, la belle couverture pour le vendre. Mais les utilisateurs qui vont vouloir l'acheter, ils ne savent pas quel est le contenu du NFT. Donc l'audio qu'il y a à l'intérieur, eux, ils ne peuvent pas en avoir connaissance. Sauf s'il y a eu un leak, bien sûr, mais ils ne peuvent pas en avoir connaissance. Et donc du coup, ils voient la couverture, ils payent pour avoir le NFT, et du coup, ils ont le contenu et qu'ils peuvent revendre après. Nouvelle économie. Alors, si Choupi avait utilisé ça, je pense qu'il y aurait eu moins un bad buzz ou un désintérêt général. Parce que du coup, quand on achète juste un JPEG, avec une promesse future, c'est pas évident d'attirer l'attrait des investisseurs ou des fans du projet. Je vous donne un troisième exemple, des NFT multi-ressources, dans le cadre de jeux vidéo. Donc là, par exemple, ça peut être un jeu vidéo qui contient du code, donc un code JavaScript à l'intérieur, et le code, il s'exécute lorsqu'il est chargé dans le navigateur. Donc vous avez une image haute résolution du jeu, en guise de couverture. Donc le NFT, c'est une belle image. Vous avez un manuel qui explique comment jouer au jeu. Et quand vous mettez le NFT dans le navigateur, le jeu se charge. Et si vous chargez du coup ce NFT dans OpenSea, l'utilisateur, lui, va charger l'image en haute def. Mais par contre, si vous le chargez dans le navigateur de jeu, là en l'occurrence, ça pourrait être par exemple un RMRK Playground. C'est un exemple bidon, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, c'est la place de marché pour les jeux. Et le jeu pourra être joué dessus. Donc vous achetez en fait, vous pouvez acheter avant, vous achetiez un jeu vidéo. Vous achetez une cassette sur Super Nintendo. La cassette, vous allez chez vous, vous mettez la cassette dans la console et vous jouez. Là, vous pouvez très bien acheter un NFT
le NFT, bah, vous ne pouvez pas jouer au jeu si vous n'avez pas le NFT. Mais si, en réalité, le NFT, c'est le jeu vidéo. Donc vous achetez le jeu vidéo en NFT et vous le chargez pour lancer le jeu ou installer le jeu. Et une fois que vous avez mis ce NFT dans la plateforme, bah, le jeu se lance et vous pouvez jouer. Et dedans, vous avez le mode d'emploi, vous avez tout. Donc là, encore, exemple de NFT multi-ressources. Et pareil, des exemples comme ça, vous pouvez en imaginer sans limite. Et la technologie, elle est faite pour ça, pour développer des projets de ce type-là. Attention, notez, très important, que les NFT multi-ressources, ce ne sont pas des nested NFT, des NFT imbriqués. Donc, vous savez, les NFT où vous avez un NFT d'un personnage que vous équipez avec une épée et un bouclier, mais ça, c'est pas un NFT multi-ressources. C'est différent. Vous pouvez même combiner les deux. Vous voyez le truc où ça peut aller très loin. Donc là, en plus de ça, donc là, cinquième utilisation, il y a des DAO de NFT. Donc par exemple, vous avez des NFT qui sont interactifs et qui peuvent émettre des jetons. Ou des NFT qui peuvent envoyer des objets. Des NFT qui peuvent équiper d'autres NFT. Des NFT qui peuvent changer d'état. Imaginez le champ des possibles. Et du coup, là, chaque NFT sera décomposable en un certain nombre de jetons fongibles. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué ce concept-là. Là, pour le coup, Unique Network, ils sont en avance là-dessus. Mais c'est possible d'avoir un NFT et de le couper en jetons fongibles. Par exemple, je fais une vidéo, je fais un live sur Twitch. Admettons qu'on est 200 personnes. Je joue à un jeu vidéo avec mon personnage. Ben, je peux très bien, vu qu'on est 200, je vous donne un jeton à chacun. Et la somme totale de mon personnage, c'est 200 jetons. Donc vous avez un jeton chacun et vous pouvez l'utiliser pour me dire ce que je dois faire dans le jeu ou on peut jouer, du coup on peut jouer ensemble. Et vous êtes plus spectateur, mais vous devenez acteur avec ce genre de cas concret d'utilisation de la blockchain et de la technologie. Et ça, derrière, il y a une DAO. Vous pouvez avoir une DAO, c'est-à-dire que une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organisation. Donc vous pouvez, moi avec ma commu sur Twitch, on est 200, on peut très bien jouer ensemble, on peut faire une DAO, un jeton chacun, et la somme des jetons, ça fait 200. Et du coup, on peut équiper des objets, on peut acheter des trucs, une métaverse, ou ce que vous voulez, ou un terrain ou autre. Donc là, par exemple, cas d'utilisation d'une DAO NFT. Il y a aussi des attributs personnalisés des NFT. Donc là, les NFT, ils ont des attributs modifiables que vous pouvez définir, ou qui peuvent être à l'avance définis pour un certain type d'utilisateur. Par exemple, si vous achetez un NFT et que le créateur du NFT vous a donné les droits, et ben dans ce cas-là, vous pourrez faire modifier des attributs dans le NFT vous-même. C'est quand même super sympa quand même. Ou bien vous pouvez mettre une palette de... Par exemple, vous avez un NFT, une maison, ben vous pouvez changer la couleur des murs, vous pouvez changer la couleur des portes, et en fonction de... Vous avez plein de palettes de couleurs différentes et vous pouvez changer le NFT, et du coup le NFT devient unique pour vous. Et peut-être que si vous avez fait une bonne création, ben vous allez pouvoir réussir à valoriser votre NFT. Donnons un exemple. Une image d'arrière-plan qui peut être équipée sur un autre NFT pour modifier l'arrière-plan. Ça veut dire que vous avez un NFT, par exemple vous avez un CryptoPunk, l'arrière-plan il vous plaît pas. Ben, vous pouvez l'enlever et le mettre sur un singe, un Bored Apes. Vous enlevez le fond et vous le mettez sur le fond du Bored Apes, par exemple. Donc là, par exemple, un autre exemple, là, eux, ils disent que l'arrière-plan, il peut être changé de manière temporaire. Admettons qu'on peut le faire, mettre un fond pour l'été et un fond pour l'hiver. Exemple. Du coup, le NFT, il se retrouve dans un environnement enneigé. Vous pouvez faire un NFT spécial pour Noël. En fait, vous voyez, l'utilisation est sans nos limites. À vous de réfléchir qu'est-ce qui pourrait être possible, mais là, dans le cadre de RMRK, ils ont créé la technologie, tout ce que je viens de vous dire, ils ont créé la technologie, et ils utilisent la technologie avec leur projet. En l'occurrence, Canaria avec le Skybridge et tout. Donc là, ils font double emploi. Ils créent la tech et ils l'utilisent eux-mêmes. Et notez que RMRK, c'est pas une parachain. C'est juste un projet qui
dont le jeton a été fait sur StateMint. Et donc StateMint, c'est une blockchain, mais j'y viens de ça. Mais ils n'ont pas prévu de devenir une parachain, c'est juste une DApp et créer des palettes pour aussi qui peuvent être utilisées par les autres projets. Donc là, pour la roadmap de RMRK, les NFT 1.0, ça c'est fini depuis longtemps, c'est des NFT qui sont simples, comme sur ETH. Les NFT sur Ethereum, c'est ce qu'il y a de plus basique. On ne peut rien faire de plus simple que Ethereum. Avec leurs normes qu'ils ont, mais c'est déjà bien, hein, c'est déjà super. Et en plus, RMRK 1.0, ils avaient mis des émotions sur la blockchain, ça c'est ce qu'ils faisaient au tout début. Maintenant, on en est au NFT Remark 2.0, qui sont multi-ressources, qui peuvent évoluer. Un NFT peut posséder un autre NFT, un NFT peut équiper un autre NFT, les droits d'un NFT peuvent être modifiés. Ils ont des scénarios conditionnels, des règles et des émotions. Les NFT ils sont multi-chain, vous pouvez les envoyer où vous voulez. Ils sont éco-friendly, ça veut dire que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, ça c'est la blockchain, mais peu importe. Et bientôt, plus tard, on arrive au NFT RMRK 2.1, donc là c'est pour la suite de leur roadmap qui vont mettre en œuvre, qui sont même en train de mettre en œuvre, qui viendra plus tard. Donc là c'est un système de royalties, donc ça c'est très bien. Un système d'enchères sur le protocole, autoriser le public des collections publiques que tout le monde pourrait avoir, autoriser des envois temporaires. Par exemple, je vais pouvoir vous louer un NFT. Là, on arrive encore dans des technologies qui sont... Ça ouvre incroyablement l'espace, enfin c'est ouf. Pour ceux qui ont un peu d'imagination, là vous avez de quoi faire. Donc je vais pouvoir vous louer un NFT. Je sais que par exemple, il y a un projet qui faisait ça sur Solana, c'était StepN. Ils ont prévu plus tard de faire de la location de chaussures. Mais pour l'instant, ils sont bridés avec leur technologie. Il va falloir qu'ils développent tout. Bah là, nous, on pourra le faire sur Polkadot. Je pourrai louer un NFT. Avec mon NFT, par exemple, moi, je vous propose un NFT qui a un rendement. Par exemple, le Shellobrix et le Substrapunk, tous les trimestres, on reçoit les frais de la blockchain. Bah là, si vous avez des projets comme ça qui marchent bien, qui ont un système de dividendes, bah vous pouvez le louer, au lieu de le vendre, vous pouvez le louer, continuer à récupérer les dividendes et récupérer un certain temps votre NFT. Ou bien louer en laissant les dividendes. Avec différentes bases multimédia. Donc vous pouvez faire un NFT qui fait vidéo, musique, etc., etc., etc. Donc vous voyez en fait que Remark apporte plutôt beaucoup de possibilités qui sont intéressantes. Au niveau du token metrics, le nombre de tokens RMRK, donc ça c'est un token qui est déjà listé, il y en a 10 millions au total, donc je vais vous les montrer. Il y en a 10 millions au total et ils sont presque tous distribués, il n'en reste plus que 500 000 à distribuer. Dans les 10 millions, il y en a eu, donc 89% ont été distribués aux acheteurs originaux d'œufs. Et à l'époque, un œuf ça valait 2 KSM, maintenant ils ont éclos, ça vaut 20. Et en plus de ça, ils avaient reçu beaucoup de jetons. Et par contre, les nouveaux acheteurs de NFT, ils reçoivent aucun jeton. Si vous achetez un NFT, vous ne recevrez rien. Donc là, ils ont fait leur vente. Enfin, ils ont distribué la totalité des jetons aux utilisateurs, hormis les 11% qui va leur servir, où il y aura 5% qui va leur servir pour l'équipe, et le reste pour la trésorerie du projet. Comme je vous disais à un moment de la vidéo, RMRK, c'est un jeton StateMine. Ça veut dire que ils sont implantés sur la blockchain qui est StateMine. Et sur Polkadot, la blockchain, enfin là en l'occurrence c'est sur Kusama, c'est StateMine et sur Polkadot c'est StateMint. Et du coup là cette blockchain là, c'est une blockchain de bien public. C'est-à-dire que c'est une blockchain que tous les projets peuvent utiliser s'ils veulent pour créer un jeton. Vous pouvez créer un jeton sur StateMine. Je peux créer un jeton sur StateMine et vous pouvez lui donner différentes utilités que vous avez envie, et eux ils ont utilisé cette parachain là de bien public de Polkadot qui est gratuite pour développer leur projet. Donc c'est important de noter qu'il n'y a aucune parachain, ils n'ont pas leur propre blockchain, ils n'offrent pas leur service sur une blockchain. Ça c'est Unique Network et Efinity qui font ça, mais eux ils font ça différemment. Eux ils créent la tech, ils l'appliquent à eux-mêmes et ils donnent la tech à tous ceux qui voudront bien l'utiliser, et franchement c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur ce projet, c'est passionnant, on monte en niveau dans le domaine des NFT. Là, on est bien servi sur Polkadot avec Remark,
avec Unique que je vous ai déjà présenté et avec Efinity. C'est 3 projets béton. Je vous rappelle, Efinity, les fondateurs de Efinity, c'est aussi eux qui avaient créé la norme ERC 1155, je crois, ou 721, je ne sais plus, mais ils avaient créé une des normes NFT sur Ethereum. Donc on a des gens qui sont très compétents et on va loin dans la technologie. Je suis content de vous montrer ça, j'espère que ça vous a plu. Je vous propose à tous de mettre un pouce, comme je dis souvent, mais c'est beaucoup de boulot. Donc si vous voulez supporter le travail, un petit pouce, l'article est dans la description. Dispo, on a un canal d'entraide où on est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre sur le Telegram de Polka France. Et on a aussi un Discord, Twitter et Twitch, si vous voulez nous joindre, tout ça c'est dans la description et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez bien les projets NFT, on peut en faire un peu plus, ça sera avec plaisir. Dites-le moi dans ce cas-là, parce que j'ai besoin de savoir ce que vous aimez pour faire aussi en fonction de vous. Allez, je vous dis à bientôt, salut à tous, c'était un plaisir.